Bonsoir. Je vais essayer de commencer à l'heure cette fois pour essayer d'être moins dans le rush. Alors, je pense que vous avez eu un petit programme qui actualise un peu les dates, puisque, comme vous le savez, donc, ce cycle a eu un petit chahutage. Il y a eu une séance qui a été supprimée à cause des intempéries, puisque avec la neige, il y a un total bouclage de camps. Donc là, dans le nouveau programme, je crois qu'il vous est distribué, vous avez les nouvelles dates. Donc aujourd'hui, donc la séance donc consacrée à la question du modèle cinématographique, et je terminerai donc ce cycle dans une quinzaine de jours, le 25 avril, avec le modèle du théâtre. Donc je vous rappelle le principe à nouveau. De ce petit cycle, c'est d'essayer de repérer en quelque sorte un juste avant l'apparition de l'abstraction, une abstraction que l'historiographie a toujours essayé de regarder à partir de la peinture abstraite, et que je voudrais regarder en fait à partir de d'autres médias, et en particulier voir comment le regard de l'époque du passage du siècle a été en quelque sorte préparé, le regard vers l'abstraction, par ce que j'appelle l'avant-scène de l'abstraction, c'est-à-dire une abstraction qui ne serait pas née sur la toile, ou en tout cas pas sur la toile des peintres, mais plutôt sur d'autres scènes. J'en ai vu quelques-unes déjà, la scène de la danse, j'ai parlé de la musique, et en particulier donc, de tout ce projet de musique colorée, les pianos chromatiques. Et je voudrais donc poursuivre cette aventure à partir donc cette fois du modèle cinématographique. J'ai envie de dire que pour regarder un petit peu l'abstraction dans le cinéma avant l'abstraction en peinture, il y aurait plusieurs possibilités. L'idée de regarder dans l'avant-cinéma, bien sûr, dans les prodromes du cinéma, ou en tout cas les techniques qui ont conduit à l'invention du cinématographe en 1895, des spectacles qui sont proprement abstraits. Je vais en revenir sur quelques-uns, mais je pourrais vraiment faire un inventaire de tout ce que l'on considère comme les étapes nécessaires à l'arrivée du cinématographe, c'est-à-dire en fait tous les instruments comme le zootrope, les petits ouvrages qu'on feuillette comme le folioscope et autres, et repérer bien sûr dans ces instruments des formes géométriques purement abstraites qui proposaient au regard bien sûr quelque chose de proprement ornemental, décoratif, mais aussi, on peut le dire, abstrait. Alors, je vais commencer par là, mais très très brièvement, je m'arrêterai sur un aspect simplement, mais je pourrais à nouveau convoquer de nombreux instruments comme le praxinoscope, le zootrope et autres. Je ne vais pas refaire l'inventaire de tout cela. Je voudrais juste m'arrêter sur le kaléidoscope et la manière dont il va très très vite, vous allez le voir, s'inscrire dans un système de projection lumineuse qui sont bien évidemment très très proches de la question d'un cinéma abstrait avant la lettre. Et surtout revenir sur l'idée d'un cinéma abstrait qui apparaîtrait en quelque sorte au moment de l'apparition des toiles abstraites. Et en particulier, je voudrais m'arrêter sur quelques projets pionniers de films d'animation abstraits dans les années 12, 13, 14, toujours l'avant-guerre, pour montrer combien en fait l'émergence cette fois de l'abstraction sur la toile a coïncidé avec immédiatement au moins des tentatives ou des pensées d'un cinéma abstrait avant l'heure. L'âge d'or du cinéma abstrait étant plutôt un peu plus tardif, c'est-à-dire après effectivement vraiment la Première Guerre mondiale, dans les années 20, autour du milieu du Bauhaus, et puis ensuite bien sûr se développant dans le cinéma expérimental. Je pense en particulier à tout le cinéma expérimental des années 60 qui a bien évidemment élaboré un vocabulaire du cinéma pur qui est purement construit sur justement des sortes de féeries de couleurs. Comment essayer de revenir sur le cinématographe? On le sait, le cinématographe, le cinéma, est un cinéma qui historiquement doit se penser en plusieurs
temps en quelque sorte. Il y aurait l'annonce du cinéma par tout un développement en fait de petites techniques d'appareillage, d'optique cinématique. Là, on pourrait aller dès le 18e, le 17e même en fait trouver des petits appareillages, mais le 19e, une fois de plus, hein, est un moment d'efflorescence de tout cela. Et puis le cinéma des premiers temps, le cinéma primitif, hein, donc les Frères Lumière, 1895 jusqu'à peu près 1914. La guerre en fait ici étant une sorte de frontière retenue par les historiens du cinéma comme étant l'émergence d'une autre conception du cinéma. On aurait ce qu'on en appellerait le cinéma primitif, mais maintenant on lui préfère par exemple le cinéma d'attraction, hein, et ensuite ce que l'on connaît nous aujourd'hui comme le cinéma, c'est-à-dire l'industrie cinématographique qui sera apparue donc autour de 1914. Donc moi je vais m'intéresser bien sûr plutôt à ce proto-cinéma et ce cinéma primitif pour montrer comment en fait il va très très vite proposer en dehors, si vous voulez, j'ai envie de dire de sa tradition classique qui vient du théâtre, du burlesque, de la fantaisie. Le cinématographe vient du théâtre, hein, ça c'est très clair, et d'un théâtre très populaire. Comment ces débuts du cinématographe et les prodromes, j'ai envie de dire visuels du cinématographe, ont préparé la question de l'abstraction. J'ai ramené juste cette affiche donc de 1898, hein, qui est ancienne, on le voit bien, qui montre comment la question même du cinématographe doit être reliée à d'autres opticeries, comme le dirait Marcel Duchamp, à d'autres optiques, d'autres ouvertures du champ de vision. Et en particulier, donc, ce qui m'intéressait dans cette affiche, bien sûr, c'est la coïncidence entre le cinématographe et les rayons X. Les rayons X ont été inventés par Röntgen en décembre 1895. Les Frères Lumière, c'est aussi décembre 1995. Il y a une assez belle coïncidence historique. Le cinématographe, comme projection de l'image, correspond aussi en termes techniques, de dispositifs, techniques et autres, avec cette invention qu'est les rayons X, hein, l'idée d'une lumière qui se projette sur le corps et qui va en quelque sorte ouvrir le champ du regard, puisque ce qui normalement ne se donne pas à voir avec l'œil visible, enfin l'œil physique, va subitement une sorte d'ouverture du regard qui est assez importante, j'y reviendrai, parce que les imaginaires du cinéma ont quelque chose à voir avec cette idée justement de regarder peut-être l'au-delà. Alors, comme je le disais en guise d'introduction, j'aurais pu, mais je ne vais pas le faire, essayer de faire une sorte de petit panorama de tous les instruments du pré-cinéma, comme on l'appelle, qui élaborent en quelque sorte, de manière très délibérée, un vocabulaire géométrique, ornemental, abstrait. On pourrait regarder du côté de ces perforations de cylindres comme le zootrope et autres. J'ai parlé du folioscope. Je voudrais m'arrêter sur un motif qui, vous allez le voir, va trouver des résonances directes dans ce que j'appelle donc le premier cinéma abstrait, celui des futuristes, j'insisterai plutôt sur celui-là, les frères Corradini, ou celui de Léopold Survage avec son projet des rythmes colorés de 1912-1913. Je m'arrêterai donc sur ce motif qui est celui du kaléidoscope. Voici le portrait de celui qui a breveté, non pas forcément inventé d'ailleurs, hein, le kaléidoscope. Le kaléidoscope est un instrument dont il faudrait refaire l'histoire. Je ne vais pas la refaire ici, mais j'ai envie de dire dès le 18e, dès justement les traités d'optique qui viennent comme par hasard, et je crois que ce n'est pas anodin, d'imaginaire très très lié à la contre-réforme. Hein. Je pense en particulier aux jésuites qui ont été très importants dans l'idée d'une sorte de théâtralité, du vertige, de la fascination et autres, et qui réfléchissaient à des instruments d'optique qui vont s'incarner bien sûr dans les églises baroques, hein, et qui seraient des théâtre d'emprise visuelle pour une démonstration, bien sûr, qui prend la foi littéralement. Donc, quelqu'un comme Kirchner, par exemple, Athanasius Kircher, dans son Ars Magna, hein, nous sommes là au XVIIe siècle, hein, a déjà commencé à penser un système de kaléidoscope, de deux miroirs qui seraient donc installés en angle et qui permettraient donc des systèmes de réflexion de l'image et des réflexions qui pourraient justement être mobiles. Kircher, je l'avais évoqué quand j'ai parlé de l'abbé Castel. On retrouve cet arrière-plan, rappelez-vous, Castel, j'avais dit, nous
propose une réflexion très moderne sur l'idée qu'une peinture c'est fixe, il faut l'animer, et le kaléidoscope naturellement va apparaître comme une figure très naturelle de cela. Hein. Ce sont des petites particules dans un triangle de miroir, et qui fait qu'en mobilisant donc ce mouvement, eh bien, on va produire des formes mobiles qui ne sont jamais les mêmes et qui peuvent coïncider avec ce que j'ai appelé la semaine dernière, donc ce désir d'infini. Donc voici le polyangulaire kaléidoscope de Brewster, David Brewster, qui est donc celui qui va breveter, hein, donc en quelque sorte inventer. Hein, quand on regarde l'histoire des techniques, hein, on présente toujours le kaléidoscope comme une invention de 1819. C'est une erreur. Hein, le kaléidoscope a été pensé avant, dès le XVIIe, mais son brevetage est effectivement du début du XIXe. Alors j'ai ramené ici, mais bon ça on le connaît tous, hein, ce à quoi peut ressembler donc une image de kaléidoscope. Je la mets immédiatement en connexion avec des principes de projection lumineuse. Hein. C'est-à-dire que le kaléidoscope ne va pas rester très très vite un instrument que l'on manie et que l'on observe simplement, vous le voyez bien, à vue d'œil, mais au contraire, très très vite, on va penser, et David Brewster lui-même, qui a breveté et patenté le kaléidoscope, pense tout de suite à un système de grands kaléidoscopes qui serait présenté devant un faisceau lumineux et qui projeterait donc des sortes d'animations comme cela. Très très vite, on le voit dans ce qu'on appelle les lanternes magiques. Hein, les lanternes magiques qui sont, on le sait, des anticipateurs en quelque sorte du cinématographe. Voici donc, on le voit, des formes qui très très vite sont très très proches et vraiment viennent de là, c'est clair, du kaléidoscope. Donc je vous rappelle le principe, c'est donc une plaque que l'on installe dans la lanterne magique, et avec le système de la petite manivelle, eh bien les formes donc deviennent mobiles et produisent donc des formes de kaléidoscope. Voici un exemple qui me paraît le plus évident, hein, c'est là on le voit bien, hein, la lanterne magique devenue un véritable kaléidoscope, puisqu'on le voit bien, hein, à l'intérieur c'est exactement le procédé du kaléidoscope, des petits éléments translucides avec toute une gamme de formes géométriques et de couleurs qui sont donc là en fait redistribuées dans son mouvement par le système de la manivelle. Donc j'ai ramené ici quelques exemples donc de lanternes magiques à base de kaléidoscope. En voici deux, et qui renvoient, me semble-t-il, à un projet qu'a eu donc David Brewster, qui était donc celui que j'évoquais, hein, donc une sorte de kaléidoscope qui serait installé devant un faisceau lumineux et qui, donc probablement projeté sur une surface blanche, produirait une sorte de féerie de couleurs comme cela en un certain nombre assemblés. Alors, je n'insiste pas, je passe juste quelques exemples. Vous le voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une obsession, hein, de cela, c'est-à-dire que ce n'est pas un seul kaléidoscope, mais c'est un autre. On va quelquefois les superposer, on va installer des lanternes magiques à 3 étages en installant à chaque fois donc, un kaléidoscope. Donc ce n'est plus un kaléidoscope, mais c'est 1 plus 1 plus 1. Donc on voit très très bien l'idée, hein, de la démultiplication de l'image. Hein, je vous rappelle que l'abbé Castel, une fois de plus, hein, voulait 200 000 appareils de musique chromatique dans toutes les maisons de Paris. Et bien là, on voit très bien que, que les lanternes magiques, hein, au milieu du 19e, pouvaient en quelque sorte faire office de cela. Donc j'ai ramené quelques exemples. Toujours le système de la rosace, hein, et autres qui se transforment, et donc que je voulais mettre bien sûr, hein, en dialogue étroit avec ce que l'on a vu la semaine dernière, hein, toute cette tradition de ce que j'ai appelé les pianos chromatiques, des touches de piano cette fois qui vont ouvrir un faisceau lumineux devant des disques, comme ici Marie-Hélène Greenwald devant son piano chromatique. Et puis on le voit bien, hein, évidemment, hein, la manière dont quelqu'un comme Baranov-Rossini, dont j'ai parlé la semaine dernière, avec son piano chromatique, reprend complètement la logique de ces disques, ainsi que Thomas Wilfred. Voici les disques de Thomas Wilfred et voici la projection que cela donne. Là, nous sommes dans les années 20, c'est un tout petit peu plus tardif. Ce qui m'intéresse, c'est que dans ces systèmes de projection archaïque, hein, de projection lumineuse archaïque, hein, de proto-cinéma, si vous voulez, il y a déjà des tendances qui visuellement s'imposent et qu'on va
me semble-t-il, exactement retrouvé dans ce que j'appellerais donc le premier cinéma abstrait des frères Corradini et de Léopold Survache. Le premier, donc, l'idée d'une sorte de déflagration de petites formes comme cela, pulvérisées, de couleurs, qui viennent donc créer une forme d'étincelle cosmique comme cela et autres. Deuxième motif qui me semble assez intéressant, parce que vous allez le voir qu'il touche déjà à une sorte de pré-abstraction aussi, c'est l'apparition dans ces premières tentatives justement de projection lumineuse, on est toujours dans la lanterne magique, de jeu sur l'idée d'un soleil qui, en définitive, va faire apparaître la lumière qui vient se frayer un chemin dans l'obscurité. On passerait de l'obscurité absolue, comme ici, et progressivement, donc, on verrait apparaître une sorte de petit faisceau lumineux qui, à terme, rendrait l'idée d'un soleil très étincelant. J'ai envie de dire, le récit extrêmement primitif de la genèse vraiment, et du début, en quelque sorte, de la création du monde, est quelque chose qui est assez frappant dans tous ces petits récits non narratifs, c'est-à-dire qui ne passent pas par des petites plaques, si vous voulez, avec des petits récits, des personnages et autres, ce que l'on retrouve dans le théâtre des ombres, autour du chat noir et autres. Non, là, tout ce qui, me semble-t-il, est lié à des choses assez abstraites, dans ces expériences de lanterne magique, à deux origines, soit le kaléidoscope, la pulvérisation des formes, ou soit l'apparition en quelque sorte d'un faisceau lumineux, le cri de la lumière dans l'obscurité qui crée le début du monde. L'idée de repenser en fait l'origine du regard et l'origine des formes par l'origine du monde. Donc voici un exemple, mais il y en aurait d'autres, où l'on voit en fait cette idée de passer d'une obscurité complète, ce qui n'est pas inintéressant, une plaque complètement noire, intriguant quand même. Et puis progressivement, donc, le passage vers la lumière. Cette proto, en quelque sorte, cinématographie de la lanterne magique, avec donc des spectacles de couleurs animées, qui, on le voit bien, dialogue avec le projet des pianos chromatiques, trouve, me semble-t-il, des résonances et des projets d'extension immédiate. C'est le deuxième point que je voudrais relever, dès l'histoire prémoderne des lanternes magiques, l'idée qu'on ne va pas être simplement dans une projection sur un écran qui serait fixe et autres, on va tout de suite penser l'idée d'une extension de cet écran, d'un élargissement de cet écran, d'une sorte d'animation même de l'écran. L'écran ne va pas être inerte, l'écran va être animé, doté lui-même d'un mouvement. Et ce qui m'intéresse, l'idée d'une immersion. L'idée que cet écran va peut-être quelquefois prendre des configurations plus concaves ou convexes, environner presque tout le champ visuel du spectateur, ce que dans les années 60, bien évidemment, on appellera l'expanded cinéma. L'idée, effectivement, d'un cinéma qui ne s'en tient pas simplement à la frontalité de l'écran, mais au contraire, a déjà envie de se répandre dans toute la salle. Vous allez voir que les futuristes sont tout de suite obsédés par cette question, j'y reviendrai. Alors, il se trouve que pour cela, une fois de plus, on retrouve quand même dès le départ des sources de cela. Je voudrais m'arrêter sur un deuxième exemple qui m'intéresse parce qu'il est contemporain de David Brewster. Il s'agit de Charles Babbage. Charles Babbage qui est qu'on retient aujourd'hui plutôt comme un des pionniers de l'informatique, puisque c'est lui qui, au début du 19e, a inventé ce qu'il appelle l'analytical engine, la machine analytique, qui est une sorte d'énorme machine à calculer qui préfigure l'ordinateur. Charles Babbage est un ami de David Brewster, qui lui-même, et les deux d'ailleurs, fréquentent par exemple un Turner. Le peintre Turner est proche de ces gens, ce qui je crois n'est pas complètement anodin. Voici la machine analytique, donc l'idée d'une sorte de rationalisation d'une machine qui n'est pas étrangère, vous le voyez bien, au principe même du kaléidoscope. Le kaléidoscope, c'est déjà l'idée de la productivité, avec quelques petites formes, quelques petits bouts en quelque sorte de verre, et un simple triangle de miroir, on va produire une multitude de formes qui ne seront jamais les mêmes. Donc l'idée d'une productivité de l'image, qui coïnciderait avec cette idée d'une machine à calculer toutes les possibilités, coïncide. Je parlais d'infinité la semaine dernière.
eh bien là, on voit très très bien que le 19e rationalise cette infinité pour pouvoir même la calculer. Pourquoi j'évoque Charles Babbage ? Parce que Charles Babbage, au moment où il fait cette machine analytique, avec, on le voit bien, des systèmes de perforation, qui renvoient à toute, là je ne vais pas refaire l'histoire, mais du métier à tisser, enfin bon, passons sur les détails. Charles Babbage, à ce moment précis, a l'idée de spectacles qui, je crois d'ailleurs, dialogue avec le principe de David Brewster qui prendrait donc un kaléidoscope, qui l'installerait sur une forme, sur une sorte de pilier comme cela et produirait des projections lumineuses. Il pense ce qu'il appelle la rainbow dance. La rainbow dance, ça serait quoi ? Ce serait des faisceaux lumineux qui seraient projetés sur une scène. Sur cette scène viendraient des danseuses qui sont habillées de blanc, de drapés blancs, et donc qui, en quelque sorte, créeraient des sortes d'arc-en-ciel sur la scène. Vous pouvez bien imaginer que, bien évidemment, la Rainbow Dance de Charles Babbage, et là nous sommes dans les années 1830, est une totale préfiguration du fameux modèle avec lequel j'ai commencé cette histoire, Loie Fuller. Loie Fuller, le drapé blanc et autres, on le retrouve déjà dans le projet de Charles Babbage. Donc, on le voit bien en fait, qu'est-ce qui se joue là ? L'idée de projection sur des écrans mobiles, des corps en mouvement vêtus de drapés qui font office d'écran, mais d'écran en mouvement qui démultiplient, on le voit, les projections elles-mêmes de mouvement. Donc là, on voit très très bien vraiment une machine qui se met en place pour produire des formes. J'ai ramené ici donc le drapé de Loie Fuller et un photogramme. On y reviendra. Donc, on le voit, premier moment, la pré-cinématographie des lanternes magiques met en place déjà des formes abstraites, des pures couleurs sur des écrans mobiles et autres. On a déjà quelque chose ici qui est assez présent. Est-ce que ces choses font l'objet d'une diffusion ? Il faut se poser tout de suite la question. On se l'était posé pour les pianos chromatiques la semaine dernière. Je vous avais montré comment, par exemple, au pavillon de l'optique, au palais de l'optique de l'exposition universelle de 1900, il y avait un orgue de couleur, que dans les cirques de l'époque aussi, il y avait quand même pas mal de possibilités de les voir. Alors, j'ai envie de dire que pour ce qui est des lanternes magiques, vous le voyez bien, c'est encore plus répandu, parce que ce sont des petits instruments qu'on retrouve beaucoup, souvent à l'usage d'une sorte de physique amusante à destination des enfants, mais j'ai envie de dire dans les intérieurs, chez soi, je veux dire, il y avait quand même la présence de tous ces instruments. Donc on peut imaginer que déjà, soit sous la forme de grands spectacles, le projet de la Rainbow Dance de Charles Babbage, ou soit sous la forme de petits spectacles domestiques chez soi, c'était des choses qui étaient accessibles. Ça, c'est pour le pré-cinéma. Ce qui m'intéresse là maintenant, je vais regarder un peu plus attentivement en fait, l'idée que le cinématographe, à l'orée en fait, de l'apparition de la peinture abstraite dans les années 12-13, en fait, va évidemment lui connaître aussi des premiers développements. Et là, j'ai envie de dire que c'est moins l'anticipation, mais c'est plutôt la coïncidence en fait, historique, là, cette fois, entre l'apparition des premières toiles abstraites et l'apparition d'une première forme de cinéma abstrait. Je voudrais m'arrêter pour cela sur deux exemples. Le premier qui vient d'Italie et qui, vous allez voir, va nous remettre dans l'ambiance un peu futuriste. Je l'emprunte à deux frères, les frères Giannani Corradini, Arnaldo et Bruno Giannani Corradini, qui avaient futurisé leur nom. L'un s'appelait Bruno Corra et l'autre Gina... je ne sais plus comment, enfin c'était gymnastique et Cora courir, enfin l'idée du mouvement déjà qui était présent, mais retenons l'idée des frères Corradini. Les frères Corradini, les voici, là il y en a un qui est là, le troisième et le premier, là, Arnaldo et Bruno, qui, on va le voir en fait pour nous, font complètement le relais entre le principe de la musique colorée que j'ai évoqué donc la semaine dernière et le devenir cinématographique de ces solutions. Voici Gina qui portraiture son frère Bruno. Enfin, voici les deux.
je suis désolé pour l'image très pixelisée, mais Arnaldo Gina publie en 1910 un ouvrage qui s'intitule La peinture de l'avenir, et qui est un traité, je pense, trop oublié dans l'histoire et de l'abstraction générale, mais de l'avant-garde en particulier, puisque, j'ai envie de dire, il annonce énormément de choses, et en particulier, il annonce le devenir abstrait de la peinture, c'est très clair. Dès 1910, c'est-à-dire plus d'un an et demi avant du spirituel dans l'art de Kandinsky et autres, on peut presque considérer ce traité comme un des vrais premier traité de pensée d'une sorte de futur de la peinture, qu'il d'ailleurs n'appelle déjà plus peinture, mais art de la couleur, et qui serait une simple orchestration de couleurs en un certain ordre assemblé, sans aucun donc, rapport au motif, à la figuration. Alors, ce traité m'intéresse, et je voudrais le mettre en dialogue avec un manifeste qu'ils ont publié un petit peu plus tard, en 1912, donc pas beaucoup plus tard, qui s'appelle la musique chromatique, Musica Chromatica, et qui, vous allez le voir, est une sorte d'application en quelque sorte, avec un descriptif plus précis des formes que la Pittura dell'Avvenire avait déjà complètement mis en place. J'ai envie de dire qu'il y a même 3 étapes, il y a une petite étape intermédiaire, puisque c'est dans une réédition de cet ouvrage, en 1911, un an plus tard, ce qui montre d'ailleurs au passage l'intérêt qu'a pu avoir ce type de document, parce qu'il a tout de suite été réédité. Ce n'est que dans la deuxième réédition, donc en 1911, de Pittura dell'Avvenire, que Arnaldo et Bruno Corradini évoquent explicitement l'idée de la solution cinématographique. Donc nous sommes en 1911, vous voyez bien, c'est avant, une fois de plus, l'apparition de l'abstraction. Alors, comment cela se joue-t-il ? Première chose, donc, l'idée de redéfinir justement la peinture. La peinture, ils le disent tout de suite dans ce manifeste, la peinture égale art des couleurs. Et cet art des couleurs, en fait, il le décompose en 4 types de formes. Je vous les donne très brièvement, mais ça va nous donner quelques idées sur l'idée de définitivement débarrasser la peinture du projet de la représentation. La première forme de cet art de la couleur, qui va être l'art de l'avenir, c'est ce qu'ils appellent l'accord. L'accord chromatique, c'est quoi ? C'est la juxtaposition de couleurs présentées simultanément au regard. Et comme par hasard, donc, c'est quoi les exemples pour eux d'un accord, un accord chromatique ? C'est un parterre de fleurs et c'est des kaléidoscopes. Kaléidoscopes pour enfants. Pour eux, l'accord s'incarne dans justement le kaléidoscope ou les vitraux des églises. Deuxième partie, en quelque sorte, de cet art de l'avenir, ce qu'ils appellent le motif. Motif chromatique, c'est quoi ? Juxtaposition de couleurs présentées successivement au regard. Donc là, déjà, on avait l'accord. L'accord, c'est quoi ? C'est la peinture ou le kaléidoscope, c'est-à-dire en fait des couleurs, mais qu'on voit simultanément. Ils pensent tout de suite à ce qu'ils appellent le motif, et le motif, c'est pas du tout quelque chose de représentatif. Le motif, c'est des couleurs, mais qui vont cette fois s'animer dans le temps, temporaliser l'art de la peinture. C'est quelque chose sur lequel je suis déjà revenu donc la semaine dernière, je n'y reviens pas, mais on retrouve exactement ce thème. Et comme par hasard, ce qui m'intéresse, c'est que pour eux, l'un des exemples les plus frappants, c'est ce qu'ils appellent le kaléidoscope à rotation continuelle. Le kaléidoscope à rotation, c'est exactement le motif de la petite lanterne magique avec ces petits fragments de morceaux de verre colorés. On est exactement dans ce principe. Troisième niveau, on avance, ce qu'il appelle l'accord-image. L'accord-image, ce serait quoi ? Ce serait une idée et un accord chromatique qui expriment cette idée. Et donc là, pour eux, c'est justement la toile, le tableau, c'est-à-dire en fait une idée, un concept que l'on va en fait mettre en couleur et qu'il distingue du motif image. Et ces motifs images, ce serait quoi ? Ce serait une action qui serait représentée sur la scène ou de toute autre manière, et des motifs chromatiques qui expriment cette action. Alors ils vont trouver en fait dans l'idée du motif image une notion qu'ils vont qualifier de drame chromatique. Alors le drame chromatique, c'est quoi ? Et ils disent d'ailleurs au passage qui nous intéresse que pour eux, Loie Fuller est l'annonciatrice de ce nouvel art. Donc on voit très très bien l'affiliation une fois de plus avec Loie Fuller.
Le drame chromatique, ça serait quoi? C'est ce qu'ils appellent la traduction en couleur d'un système de passion concrétisé dans un système d'image ou une action. C'est quelqu'un qui arrive sur scène, mais qui ne parle pas, c'est une sorte de mimique, hein, et puis des couleurs qui vont censées justement dire des choses passionnelles, donc du rouge pour la passion, un rouge un peu obscur pour la jalousie, le jaune pour quelque chose de plus... On retrouve exactement en fait toute la gamme des émotions par les couleurs que j'avais pu évoquer quand j'ai parlé de Loïc Fuller, comme une sorte de spectacle qui ne raconte que ces émotions en fait, à une sorte de pensée comme cela qui viendrait qui serait une pure vibration sur la scène. Eh bien, le drame chromatique, qui est pensé comme l'art de l'avenir par Arnaldo Gina, c'est exactement ça. Hein. Alors, ça s'incarne plutôt, on le voit bien, hein, de manière assez théâtrale quand même, hein, des personnages qui arrivent sur scène, probablement vêtus à nouveau de drapés blancs et autres. Hein. On retrouve le projet que j'évoquais tout à l'heure avec Charles Babbage, mais on voit très très bien, hein, vraiment à nouveau, hein, cette obsession à essayer de penser, hein, la sortie du tableau fixe parce qu'il est inanimé et qu'il faut aller déjà vers quelque chose de plus animé. Donc, on retrouve en fait dans leurs archives quelques traces, hein, de ce que pourrait être en quelque sorte cette instrumentation, hein, à quoi pourraient ressembler eh bien, les instruments. Là, on voit bien en fait ici 4 sortes de nimbes, c'est 4 faisceaux probablement, hein, 4 filtres lumineux. Hein, on retrouve exactement le projet de Charles Babbage, hein, qui devait probablement, hein, se projeter dans un espace. Alors cet espace, justement, ils vont commencer à réfléchir à quoi il pourrait ressembler. Et on va voir que en fait, l'un des premiers types de résolution de cela, c'est justement le piano chromatique. Le piano chromatique que j'ai évoqué la semaine dernière, les frères Corradini, entre 1909 et 1910, ont élaboré un piano avec des systèmes de touches. Ils parlent de 28 lampes, 28 couleurs et autres. Ils en font un descriptif dans le manifeste de la musique chromatique. Donc on est exactement dans la prolongation de Remington et de tout ce que je peux évoquer. Il se trouve, je vous rappelle, que la republication de l'ouvrage L'art de la couleur de Remington se fait en 1912, donc c'est quand même très très contemporain de toutes ces expériences. Donc premier niveau, piano chromatique, projection de faisceaux lumineux sur une toile ou sur un mur. Mais très très vite, il pense à une solution cinématographique. Alors c'est ce qui m'intéresse bien sûr parce que on va le voir. Alors là vous avez ici ce qui est censé être une première élaboration de ce drame. Drame chromatique d'ailleurs, hein, on le voit bien, hein, une sorte de dramaturgie de quelques couleurs fondamentales qui justement s'opposeraient. Ici, une signature et une date, 1909. Bon, petit doute peut-être, hein, est-ce qu'elle est vraiment de 1909? Il est possible qu'elle soit un tout petit peu plus tardive, il y a beaucoup de systèmes d'antidatation, mais enfin retenons à peu près quand même l'idée. Je pense que c'est contemporain quand même des expériences de piano chromatique. Très très vite, c'est-à-dire en fin 1910, 1911, ils s'aperçoivent que ce principe du piano chromatique, à nouveau, c'est un petit peu, c'est pas très performant. Et ils vont tout de suite avoir l'idée en fait, la solution cinématographique, la solution sur pellicule, dont on enlèverait l'émulsion et sur laquelle on peindrait directement et qui permettrait justement de produire des films, ce qui m'intéresse bien sûr, des films abstraits. Alors, eh bien, ce passage, j'ai envie de dire, de la projection, hein, on peut dire que c'est encore de la lanterne magique en 1910, à la solution cinématographique en 1911 est décrit donc dans ce manifeste Musique chromatique diffusé et publié en 1912 par Bruno Cora, donc l'un des deux frères. Ils disent dans ce traité, là j'ai ramené donc les recueils donc de tous les manifestes futuristes par Giovanni Lista, et vous avez donc des extraits simplement d'ailleurs de ce manifeste où ils parlent, on voit bien, de ce qu'ils appellent le piano chromatique. Ils en font une description, nous avions 28 tons, les fusions ne se faisaient pas parfaitement, les sources lumineuses n'étaient pas assez fortes, si l'on mettait des lampes puissantes,
la trop forte chaleur les décolorait en quelques jours et il fallait les teindre à nouveau avec précision. C'était compliqué tout ça. Donc tout de suite, ils le disent, nous pensâmes au cinéma. Le cinéma devient donc une forme de solution. Il nous sembla que cet instrument, légèrement modifié, pourrait donner d'excellents résultats. Alors, qu'est-ce qu'ils vont tenter de faire? Eh bien, tout de suite, de prendre donc le projecteur, les pellicules directement colorées et d'essayer de voir comment ça peut produire une fantaisie de couleurs, mais de couleurs qui évolueraient de manière assez continue. Le problème qu'ils ont d'emblée avec le cinéma, c'est que pour eux, ça leur paraît trop saccadé. Et donc, par exemple, mais là je ne peux pas rentrer dans les détails, ils vont, parmi leurs expérimentations, et elles seront nombreuses, avec l'appareil justement du projecteur, supprimer l'obturateur du projecteur pour essayer d'éviter justement cette idée de la saccade, et essayer d'avoir une sorte de passage comme cela de la pellicule continue, ce qui sera évidemment une solution un peu bâtarde qu'ils ne retiendront pas à terme. Ils reviendront ensuite à l'idée 24 images par seconde et reprendront en fait l'idée vraiment de la persistance rétinienne et autres. Mais dans un premier temps, on voit bien, il y a plein d'expériences, non seulement sur la pellicule, comment la peindre, la teinter et autres, mais aussi, on va le voir, sur l'appareil lui-même, en trafiquant l'appareil, l'obturateur et autres, et puis surtout, on va le voir aussi d'ailleurs, en rajoutant d'autres formes de projection au projecteur cinématographique. On va le voir tout à l'heure, et vous allez le voir, on va immédiatement retrouver ce que j'ai appelé tout à l'heure l'expanded cinéma, l'idée d'un cinéma qui se répand. Alors, vous allez me dire, mais ces films-là, on aimerait bien les voir. C'est un exercice extrêmement frustrant, je ne pourrais pas vous les montrer, parce qu'ils n'existent plus. Ils n'existent plus, alors on pourrait se dire, mais ont-ils existé ? Alors, il y a quelques doutes, mais quand on lit le manifeste de la musique chromatique de 1912, on s'aperçoit qu'il y a des films qui ont été déjà réalisés en 1912, donc on peut se dire à la fin 1911, déjà, les choses sont en place. 4 films qui sont décrits assez précisément, jusqu'à la longueur de la bobine, 200 mètres et autres. Et puis 3 autres projets de films qui sont en cours de réalisation. Alors, il n'y a aucune trace de cela, sauf quelques études préparatoires qui sont des études, on le voit bien, sur papier cette fois, pas du tout des restes de pellicules, parce que tout a été détruit, non pas à la Première Guerre mondiale d'ailleurs, mais à la Seconde. Leur maison familiale de Ravenne a été complètement incendiée par des bombardements, et tout a disparu. C'est bien dommage. Donc on a aujourd'hui, en fait, pour l'instant, peut-être qu'on trouvera des choses, mais pour l'instant, il y a une expo quand même assez récente sur les frères Corradini et autres, donc j'imagine, et toute la famille a collaboré à cela. Donc j'imagine qu'on va avoir du mal à retrouver vraiment des traces, mais on sait qu'elles ont existé. Alors, qu'est-ce que l'on sait? Qu'est-ce qu'ils nous en disent? Première chose, je pense, et qui est intéressante, c'est la manière dont le cinéma, ou la solution cinématographique, et d'un cinéma abstrait, bien sûr, je ne parle pas d'un cinéma classique ou d'un cinéma à la Méliès même, non, un cinéma abstrait. Ces premières formes, en fait, tout de suite, sont rivées sur la question de la correspondance entre les arts. L'idée que le cinématographe va être une sorte de synthèse des arts, synthèse des arts du temps et des arts de l'espace, mais synthèse de toutes les arts. On voit bien l'idée que la cinématographie, non seulement par son dispositif, une salle, si possible plongée dans la pénombre avec un faisceau de lumière sur un écran, c'est-à-dire en fait un dispositif qui est très wagnérien. Je vous rappelle que Wagner, une fois de plus, avait donc inventé ce nouveau display à Bayreuth qui consistait à plonger dans la pénombre non seulement la salle, ce qui était tout à fait nouveau, mais l'orchestre, et à valoriser en revanche toute l'esthétique lumineuse, comme une sorte de focalisation très hypnotique de la scène, l'œuvre d'art total, la question de la synthèse des arts, la peinture, la sculpture, la danse, la musique, la poésie, la rythmique, qui se réunissent sur la scène sous la forme donc du Gesamtkunstwerk, comme on l'appelait à l'allemande, de l'œuvre d'art total. Le cinéma, tout de suite on le voit chez ces artistes, les futuristes bien sûr, qui ont un arrière-plan assez wagnériste, ça c'est très clair, apparaît comme quelque chose qui serait une sorte de résolution contemporaine des arts. Donc, il y aurait en 1912 4 films réalisés
Et ces 4 films, vous allez le voir, dont 3, c'est en fait des tentatives de transcription d'un art en un autre. La première transcription, ce serait quoi? Le premier film qu'ils ont réalisé, je le cite, c'est développement thématique d'un accord de couleurs extrait d'un tableau de Segantini. Je n'ai pas ramené ici de tableau de Segantini. C'est un peintre divisionniste qui a beaucoup marqué les débuts du futurisme. Les futuristes ont été très impressionnés et sont tous passés quasiment par la division de la touche. Ils viennent de là. Donc ils voulaient, nos amis Corradini, donc transcrire visuellement par des couleurs directement donc peintes sur la pellicule, transcrire l'équivalent, mais animé, on le voit, d'un tableau de Segantini. Deuxième film, réalisé a priori, traduction et réduction d'un chant du printemps de Mendelssohn mêlé à un thème emprunté à une valse de Chopin. Donc là, on n'a plus la transcription animée d'un tableau fixe, on a l'idée, bien sûr, d'accompagner par l'animation de l'image l'art du temps par excellence, qu'est la musique, bien sûr. Donc ici, principalement, la traduction d'une pièce de Mendelssohn, et puis en plus agrémentée, ce qu'on ne sait pas pourquoi, mais d'une valse, d'un fond de valse, donc une traduction chromatique d'un chant musical, une pièce musicale. Troisième film, qui aurait pris à nouveau, qui a priori aurait été réalisé, la traduction en couleur d'un poème de Mallarmé, Fleurs. Donc là, c'est intéressant, la poésie, traduction chromatique de la poésie. C'est une question, bien évidemment, qui occupe toute la poésie du passage du siècle, l'idée d'une poésie abstraite, d'une coloration du verbe et autres. On la retrouve ici. Le cinématographe permettrait une sorte de symphonie de couleurs traduisant donc un poème. Donc ce qu'il faut retenir là, je pense quand même, c'est vraiment l'idée que le cinéma, et en particulier donc un cinéma, on le voit bien, qui est une pure symphonie de couleurs pures, apparaît comme le lieu de rassemblement de tous les arts. Quatrième film qu'ils ont réalisé, ce serait une étude des effets produits par 4 couleurs complémentaires 2 à 2, rouge, vert, bleu et jaune. Donc là, je pense qu'on a déjà peut-être une idée de ce que pouvaient être les études préparatoires à ce 4e film, qui là, on le voit bien, n'est plus une transcription ni d'une pièce musicale, ni d'un tableau, ni d'un poème. C'est vraiment une orchestration pure de couleurs et donc jouant sur la conflictualité un peu binaire entre les couleurs fondamentales, les couleurs primaires et les jeux de complémentaires. Donc, voici à quoi pourrait ressembler ce type de pure symphonie. Ce à quoi donc les frères Corradini, dans leur manifeste, rajoutent 3 projets qui sont en cours. Alors, l'un d'entre eux, c'est un film, je le cite, qui présenterait une quinzaine de motifs chromatiques distincts, d'1 minute chacun, des petits motifs comme ça, et puis des séquences comme cela, des lignes qui s'entrecroisent. Il parle de cubes aussi, de 7 cubes qui correspondraient d'ailleurs chacun à une couleur fondamentale du spectre des couleurs, 7 couleurs comme les 7 notes de la gamme diatonique. On retrouve toute notre arrière-plan à la musique chromatique. Et qui donnerait, voici un descriptif, ils décrivent donc le film. Là. Donc on peut imaginer quand même qu'ils l'ont probablement réalisé. Au tout début, toute la toile, tout l'écran, est verte. Puis au centre, une petite étoile rouge à 6 branches. Tiens, c'est un peu curieux, là, des sortes de symboles un peu ésotériques, j'y reviendrai parce qu'ils sont très, très marqués par cette filière un peu spiritualiste. Puis une petite étoile rouge à 6 branches apparaît, elle roule sur elle-même, tandis que ses pointes vibrent comme des tentacules et grandit jusqu'à occuper toute la toile. La toile est entièrement rouge lorsque soudain, sur toute la surface éclairée, apparaît un pullulement nerveux de points verts qui augmente jusqu'à dévorer tout le rouge. À la fin, la toile est entièrement verte. Donc on a commencé par une toile qui était entièrement verte, après le rouge, la complémentaire. On voit bien la lutte des complémentaires, c'est exactement un descriptif là, de ce projet. Pullulement de petits points verts comme cela, qui vont recouvrir progressivement, s'agrandir et autres, et qui vont recouvrir l'ensemble de la toile pour revenir à terme au vert. Donc c'est des jeux purement de pulsation de couleurs pures. Il y a 2 autres projets qui sont présentés. Un projet qui s'intitule Arc-en-ciel. Il y aurait d'abord un fond gris, puis après il y aurait des irisations avec des bulles qui viendraient éclater comme cela, des bulles de couleur et qui ensuite disparaîtraient. On voit exactement le principe
que j'ai convoqué tout à l'heure, il n'y avait rien, il y avait de l'obscurité, ici du gris plutôt, et puis il y a subitement une petite bulle, une sorte de petite apparition, là comme ça, hein, de petits points lumineux, de petites couleurs qui vient se frayer un chemin, et qui va progressivement se démultiplier, recouvrir comme un arc-en-ciel, hein, ou une sorte de kaléidoscope, une fois de plus, la surface, et ensuite donc créer une sorte de féerie complète de couleurs. Hein. Donc vraiment, en fait, ce que j'ai convoqué tout à l'heure avec justement ces petits systèmes de lanternes magiques hein, se retrouve ici. Vous allez le voir que dans les projets de Survage, c'est exactement la même chose que l'on va retrouver. Et puis dernier, et là je pense qu'on retrouve quand même le tropisme de Loïc Fuller, c'est un film qui s'appelle La Danse. Alors la danse, voici probablement une des seules traces. Alors une fois de plus, hein, ce n'est pas une pellicule colorée, on n'a pas de traces, c'est plutôt une étude, on peut la considérer comme une étude préparatoire à ce qu'ils avaient l'intention de peindre directement sur la pellicule. Donc voici à quoi cela ressemblait, on voit bien des sortes d'arabesques comme cela avec des couleurs. On voit très très bien comment ces décors, mais décors qui ressemblent à s'y méprendre à des sortes d'enveloppes comme cela, sur lesquelles on projette des sortes de linéaments de couleurs. Hein. Il y a quelque chose d'assez Loïc Fullerien à nouveau. C'est donc les frères Corradini, hein, donc les futuristes, et donc c'est un tableau qui date probablement de 1910, 1910-1911. Donc la danse, et puis aussi, surtout, vous le voyez bien, des formes primaires qui se répandent, mais quelquefois avec des formes géométriques. Je crois qu'il y a un autre ascendant sur lequel il faudrait revenir. Eh bien, c'est celui que j'ai convoqué dans la dans la deuxième séance, rappelez-vous, avec Loïc Fuller. Je vous ai fait la proposition hein, de présenter en fait à cette époque-là la réception des danses serpentines de Loïc Fuller qui arrivait, son corps disparaissait derrière ce voile avec des couleurs, hein, comme une sorte de spectacle d'une pensée virevoltante. Hein. Rappelez-vous, hein, l'origine, hein, quand Loïc Fuller raconte sa découverte du système, enfin son invention du système de la danse serpentine, hein, c'est lors d'un spectacle en 1893 qui raconte un hypnotiseur qui fascine en fait un sujet. Et elle est censée, avec ses petites ailes virevoltantes, représenter, comme elle le dit, l'esprit voltigeant du magnétiseur. Donc c'est un esprit, une sorte d'émanation de l'esprit. Et bien, je crois que les frères Corradini viennent à nouveau de là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement, on le voit bien, le drame des couleurs, hein, comme cela, des couleurs pures. C'est des couleurs qui elles-mêmes sont énormément rechargées d'une sorte de chromatologie de la passion, hein, des passions et des émotions. Des couleurs que l'on associe à toute une gamme justement de sensibilité. Et j'ai ramené ici, donc je le rappelle, pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'assister à la séance sur Loïc Fuller, j'avais montré que dans les années 1904-1905, des gens qui tournent autour de ce qu'on appelle la théosophie, ici Charles Leadbeater et Annie Besant, on retrouve dans les références des frères Corradini des références explicites à des ouvrages de Charles Leadbeater, donc je pense qu'ils avaient cet ouvrage en tête, hein, les fameuses pensées-formes, hein, qui sont quoi? Qui sont des sortes de petites nébuleuses affectées de couleurs qui sont censées établir toute une gamme émotionnelle. Je vous rappelle d'où cela vient, hein, à nouveau, hein, de fantaisie sur l'idée de la capture de la pensée, de la capture photographique de la pensée. Un certain Hippolyte Baraduc, à la suite de l'invention des rayons X, la cinématographie, je l'ai dit, est née avec les rayons X. Eh bien, les rayons X ouvraient le champ de la vision. Pourquoi pas penser des nouveaux rayons, qui seraient des rayons Z et autres, qui permettraient d'entrer dans l'intimité de la pensée. La pensée, c'est déjà de l'énergie. L'énergie, c'est des fluides. On va les capturer. Et voici ce que ça donnait. Le Psychicone d'Hippolyte Baraduc. Nous sommes dans les années 1898. C'est à peu près contemporain de l'affiche que je vous ai présentée tout à l'heure qui associait cinématographe et rayons X. Et là, on voit très très bien comment l'idée, hein, de présenter la réalité même de la pensée, capturée comme une image.
Je vous rappelle le principe, ça c'est le frontispice de l'ouvrage des pensées-formes. À chaque couleur, on associe donc une sorte, donc Key of the Meanings of Colors, donc High Spirituality pour le gris, bleu et autres. Le jaune, c'est plutôt quelque chose d'assez terrestre. Le rouge, je vous rappelle, j'avais l'occasion, mais je ne peux pas insister là-dessus. Le rouge pur, c'est le désir. Le rouge, un petit peu rabattu, c'est un désir qui est un petit peu sombre, la jalousie. Et ce que ça donne, je vous rappelle, le jaune, concentration plutôt terrestre, désir terrestre, le bleu, concentration plutôt métaphysique, un peu spirituelle. Et je vous rappelle comment les débuts de l'abstraction en peinture, cette fois, avec quelqu'un comme Kandinsky, peuvent s'interpréter comme une sorte de montage de tous ces nimbes de couleurs qui sont autant d'états émotionnels que l'artiste a traversé pour arriver à la réalisation de cette œuvre. Nous avons ici une composition 1913 de Kandinsky. Eh bien, j'ai envie de dire que les frères Corradini, 2 ans avant, dès 1911, ont pensé exactement cela, mais cela animé. Et vous le voyez bien, l'idée que c'était animé pouvait aussi correspondre beaucoup mieux à cette idée d'un passage, d'une transition entre des états émotionnels. Je passe d'abord par un désir qui subitement s'étère un peu, devient plus spirituel et autres. On passerait en quelque sorte du jaune, on irait vers une gamme de bleu. Vous voyez bien, en fait, l'idée que cette cinématographie, c'est pas simplement des couleurs pour elles-mêmes, des couleurs pures et autres, une sorte de lecture un peu formaliste et un peu rigide, de pure symphonie de couleurs. Non, c'est à la fois l'idée d'une équivalence, bien sûr, visuelle de la musique, on l'a vu la semaine dernière, mais c'est aussi, et ça c'est très très clair pour les frères Corradini, parce que quand on lit L'Art de l'avenir, là je l'ai ramené ici, les écrits, les manifestes théoriques des frères Corradini qui ne sont pas disponibles en français, c'est bien dommage, et d'ailleurs très très peu disponible en italien. À nouveau, c'est vraiment quelque chose de pas très connu et c'est bien dommage, mais il y a un nombre de références, on le voit bien, qui les rabattent tout de suite sur l'idée que pour eux, le vrai drame chromatique qu'ils veulent montrer par la cinématographie, c'est simplement l'idée de l'animation de la pensée de l'artiste qui va être directement en fait retranscrite comme une sorte de dramaturgie des émotions. Donc, voici une planche de la fin des pensées-formes. Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer, mais en bas, il y a une église de laquelle émergeraient donc ces montagnes de couleurs. C'est une symphonie de Mendelssohn qui serait censée être produite dans l'église et qui produirait ces symphonies. On voit bien là, à nouveau, je crois, l'influence que cela aura pu avoir sur les frères Corradini. Donc, on voit bien là l'idée, projection lumineuse des couleurs en un certain nombre rassemblées mais bien animées, qui sont en fait une sorte d'IRM avant la lettre, des états émotionnels. Ce qui m'intéresse, c'est que pour eux, il ne s'agit pas simplement de faire un art de la couleur animée, un art des couleurs abstraites animées, mais déjà de penser ce dispositif de manière immersive. C'est-à-dire en fait de créer un dispositif de projection de tout cela qui aurait pour particularité d'être très envahissant. Et très envahissant, je pense que pour justement occuper tout le champ visuel de l'artiste, enfin du spectateur, mais aussi, je crois, pour créer, on va le voir, des sortes d'environnements. On les retrouvera dans les années 60, par exemple, tous les dômes géodésiques qui vont faire les grands jours du psychédélisme et autres, avec des formes de kaléidoscope, on retrouvera exactement le même vocabulaire. L'idée d'une forme comme cela en dôme qui reprend la forme du cerveau, l'idée d'être projeté directement dans une sorte d'électricité qui est celle de l'électricité en fait de la pensée et autres. Le dispositif lui-même, l'expanded cinéma, est déjà convoqué par ces artistes. Je voudrais juste vous le montrer en regardant une fois de plus la manière dont ils décrivent non seulement les films qu'ils avaient réalisés, mais les dispositifs dans lesquels ils veulent les projeter. Première chose, on va le voir, l'idée d'un écran qui est déjà qui se répand dans l'espace, un écran panoptique, un écran démultiplié, mais un écran aussi, ce qui est intéressant, mobile. On ne veut pas simplement créer un art cinématographique qui a la particularité d'être un art qui se déploie dans le temps, qui est mobile, qui est animé, ça c'est bien. Mais en plus, on va le projeter sur un écran qui lui-même sera activé, mobile, déplaçable et autres. Je le cite.
on revient à la toile que l'on étendit sur un mur entier. Donc déjà, l'idée qu'on va créer un écran qui occupera tout le champ d'un mur. On enlèvera tous les meubles et l'on couvrira, je pense, la pièce entière de blanc, mur, plafond et sol. Et l'on revêtit, durant les projections d'essai, des peignoirs blancs. Donc là, on voit bien, c'est l'idée de créer un espace qui serait entièrement blanc. On supprime tous les éléments un peu les meubles et autres, on vide, on crée le white cube. Non seulement on crée le white cube, mais en plus, à l'intérieur du white cube, on va installer des gens, les spectateurs, qui vont eux-mêmes être, si possible, revêtus de blanc pour créer en fait des supports de l'image, des projecteurs et autres mobiles, qui créera donc un kaléidoscope mobile. C'est intéressant. Là, on voit très très bien comment en fait la salle de spectacle est entièrement pensée comme une sorte de milieu englobant, bien sûr, dans lequel la différence entre ce que j'observe, l'image, et moi est complètement confondue, puisque je suis moi-même le support de l'image, que je regarde mes voisins qui deviennent eux-mêmes des supports et autres. Il y a une sorte de fusion complète, là, et très enivrante, très hypnotique, bien sûr, entre le sujet et l'objet de la perception et autres, donc tout ça confondu, c'est intéressant. On pourrait retrouver, j'en ai retrouvé une trace, dans un article de 1885, c'est quand même assez curieux, d'un certain Jean de Brial qui parle d'un théâtre nouveau et qui parle exactement de cela. Il veut, en 1885, peindre tout son théâtre en blanc, faire des projections de lumière et proposer aux spectateurs de venir avec un dress code, en quelque sorte, venir en blanc, la white party. Donc les futuristes, j'ai envie de dire, et les frères Corradini ici n'inventaient rien, c'est déjà quelque chose qui était pensé déjà dès 1885, mais on voit bien les systèmes de prolongation. Ce n'est pas simplement un écran qui se répand sur l'ensemble de l'espace, un écran environnement, un écran mobile avec des gens qui sont eux-mêmes les supports de la projection. Mais c'est aussi des expériences sur les surfaces et sur des expériences physiques sur ces écrans. Donc, je vous rappelle, c'est quelque chose qu'on avait déjà identifié chez Loïc Fuller. Loïc Fuller a pensé à badigeonner ses propres drapés de matière phosphorescente. Elle était rentrée en contact avec Camille Flammarion pour cela, l'astronome, mais aussi avec Marie Curie, qui déjà lui fournissait des matières fluorescentes. Phosphorescence, fluorescence sont des choses que la Loïc Fuller a expérimentées dans ses spectacles. On les retrouve avec les frères Corradini. Et je pense d'ailleurs que l'affiliation est directe. Ça vient aussi des expériences de Loïc Fuller. Il parle alors que je retrouve ça. Pour l'écran, nous avons expérimenté successivement une toile blanche simple, une toile blanche assouplie à la glycérine, une surface d'étain, une toile blanche couverte d'un mélange créant par réflexion une sorte de phosphorescence, une enveloppe de gaz à peu près cubique, de gaz très léger, à travers laquelle les rayons de lumière pouvaient pénétrer et qui aurait pu donner, de bas en haut, l'effet d'un nuage de fumée. Donc l'idée que, vous le voyez bien, on va diffuser dans ce white cube peut-être aussi des fumées qui vont devenir des supports de la projection elle-même, des supports évanescents. Là, on voit très très bien comment tout ce qui est en place ici, c'est une esthétique de la dématérialisation. C'est-à-dire que la peinture, c'est fixe, la peinture, c'est un objet, c'est matériel, la peinture, c'est du pigment, c'est de la matière aussi. On veut sublimer tout cela. Comment ? Par la projection lumineuse. La projection lumineuse, c'est plus... Vous voyez bien, c'est plus spirituel, c'est plus immatériel, c'est déjà plus proche de l'esprit. Et on voit très très bien que les recherches qu'ils font sur les supports, et en particulier sur l'écran, avec des techniques de réflexion phosphorescente, fluorescente, décuplent cette capacité d'immatérialité. On veut vraiment, en quelque sorte, projeter le spectateur dans un environnement de vibration pure. Ce qui est intéressant, parce que vous voyez bien, par exemple, des artistes contemporains, comme Anne-Veronica Jensen, par exemple, qui s'est fait connaître il y a maintenant une dizaine d'années, avec des environnements lumineux, de brouillard lumineux avec des couleurs et autres dans lesquels on entre. On entre physiquement dans l'espace de la couleur. Anne-Veronica Jensen, j'ai envie de dire, reconduit ce type de choses. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont ils le décrivent. Ils nous disent, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de faire rentrer le spectateur dans la particule même de cette lumière. Donc on voit bien,
il ne parle plus de peinture, il parle de projection lumineuse et de projection lumineuse que l'on pénétrerait parce qu'ils veulent que l'on pénètre les sentiments. Parce que pour eux, une fois de plus, la couleur, ce n'est pas simplement qu'une vibration qui vient chatouiller la rétine. La couleur, c'est immédiatement une émotion. Donc c'est intéressant parce qu'on voit bien là, dans l'idée de créer un environnement englobant et haut dans lequel on s'installe et autres, c'est vraiment l'idée de placer le spectateur dans l'émotion directe. Comme il y avait déjà, je crois, en arrière-plan, l'idée que par la projection lumineuse, on est déjà rentré dans l'intérieur de la cavité cérébrale. Donc, il me semble que les frères Corradini, dans la manière dont ils décrivent les choses, les procédés, vous le voyez bien, ce n'est pas simplement la technique de la pellicule peinte et autres, mais c'est toute une réflexion sur la projection, le dispositif et autres, qui, me semble-t-il, est très moderne. Alors, il y aurait bien sûr de nombreux autres dialogues à établir dans ces années des débuts de l'abstraction avec ce type de proposition. Je voudrais plutôt revenir sur le cas de Léopold Survage et des rythmes colorés. Je voudrais juste faire quand même un petit détour par d'autres artistes, pas très connus non plus. Il s'agit de Stanton McDonald-Wright et de Morgan Russell, deux artistes américains qui s'étaient installés en Europe et à Paris principalement dès les années 1910-1911, tout de suite très proches de Matisse, de Picasso, de Delaunay, dont ils vont manifestement être de Kandinsky, et donc qui vont inventer sous le terme de synchromiste un nouvel art de la couleur. Voici l'affiche de l'exposition 1913 en Allemagne. J'ai envie de dire que le motif qui est là est presque un motif de Loïc Fuller. On voit à nouveau l'ascendant. Voici une peinture de Morgan Russell, donc une peinture, une synchromie, c'est une toile, on voit bien, de pure couleur. Voici une autre affiche, cette fois là donc pour une exposition en octobre et novembre 1913 en France, donc les synchromistes. Alors, il se trouve qu'en 1912, contemporain des expériences de piano chromatique, mais surtout de cinématographie abstraite des frères Corradini, Morgan Russell, en dialogue avec son compatriote donc Stanton McDonald-Wright, a l'idée ce qu'il appelle un kinetic-like organ. Et donc c'est quoi? Une sorte de petite machinerie qui est plus proche, on le voit bien là vraiment, du pré-cinéma que j'évoquais, de la lanterne magique. C'est un mécanisme avec une petite ampoule. Ici d'ailleurs une petite manivelle. La petite manivelle en fait active des rouleaux, c'est-à-dire des pellicules transparentes qui sont peintes et que l'on va activer par le rouleau, qui vont passer devant l'écran et produire donc une sorte de féerie de couleurs. On a là quelque chose, voici un reste de pellicules transparentes de Morgan Russell, donc ce qu'il appelait les synchromies, on voit bien, une sorte de kaléidoscope, une fois de plus, toujours cette même forme, qui est proposé donc au regard. Je l'ai mis en dialogue avec donc une image que j'avais retrouvée dans des archives aux États-Unis. Il s'agit d'un peintre américain qui s'appelle Vanderin Perrin, qui est un peintre impressionniste et qui, en 1910, il est fort possible d'ailleurs que c'est un peu nourri l'imaginaire des Américains, des synchromistes, avait inventé donc ce dispositif. C'est la même chose, ce sont des rouleaux transparents qui passaient devant un faisceau lumineux et qui étaient censés une fois de plus donc produire une sorte d'animation du tableau. Donc les frères Corradini, les synchromistes, et puis donc un Russe, parce que tout ça est très international, vous allez le voir, des Italiens, des Américains, un Russe installé en France, il s'appelle encore Léopold Sturvage, et Guillaume Apollinaire, à l'arrivée de la guerre, va plutôt lui suggérer de franciser son nom. Vous le connaissez peut-être plus sous son nom-là, qui est très proche, c'est Survage, Léopold Survage. Et donc le projet de ce qu'il appelait donc, les rythmes colorés. Alors les rythmes colorés, vous allez le voir, c'est exactement le principe des frères Corradini, sauf que là, j'ai envie de dire qu'il y a plutôt le projet quasiment d'une animation, probablement directement peinte sur la pellicule, comme les frères Corradini. Alors j'ai envie de dire que pour le cas de Survage, une fois de plus, vous allez me dire, montrez-nous le film, ça serait bien. Pas de film à montrer, puisqu'il ne les a, alors là on le sait, pas réalisés.
Il ne les a pas réalisés parce que, contrairement aux frères Corradini, qui étaient d'origine nobiliaire et qui avaient un patrimoine financier leur permettant de passer à la technologie du cinéma qui était assez chère, il faut quand même le dire, hein, les matériaux, le projecteur et autres n'étaient quand même pas du tout à la disposition de n'importe quel artiste, et encore moins d'un artiste immigré, un russe blanc qui se retrouve autour de la ruche sans un sou en train de négocier une petite aquarelle contre un sandwich, hein, qu'on est dans une opération de survie. Donc Léopold Survage, bien évidemment, n'a pas eu du tout la possibilité de pouvoir, lui, expérimenter très concrètement la pellicule. En revanche, il a eu cette idée d'un projet, il appelait ça les rythmes colorés, qui s'est manifesté dans un premier temps par des séquences d'aquarelles, de peinture sur des formats moyens, ça fait 30 sur 20 à peu près. On en a aujourd'hui conservé une centaine. Et donc il y a une séquence qui est conservée là vraiment à la Cinémathèque française, une séquence de 12, et puis donc 2 grosses séquences conservées au MoMA que je vais vous présenter. Donc voici une des images que Survage a réalisées pour ce projet de rythme coloré. Vous remarquerez au passage que le format, j'ai envie de dire, le motif lui-même est très très proche, voire quasiment une reprise du projet des futuristes. Y avait-il connexion ? Ce n'est pas très très clair, parce que les frères Corradini n'ont pas voyagé en France, et le manifeste de la musique chromatique en parle quand même, publié en 1912, donc bon. Il y a de fortes chances que Survage quand même a été très intrigué par ce projet, et qu'on peut considérer les rythmes colorés comme étant évidemment très inspirés par le projet de la musique chromatique des frères Corradini. Donc voilà une séquence, et on voit bien que c'est le drame chromatique que les frères Corradini convoquent dans musique chromatique, c'est-à-dire des couleurs primaires, ici le bleu, le rouge, sous la forme, on le voit bien, de cellules qui se répandent de plus en plus, et qui, à partir d'un noyau, d'un petit noyau, en fait, se répandent sur la surface pour prendre de plus en plus d'importance par rapport au noir initial. Il n'y avait rien, il y a les couleurs, le tout, en quelque sorte, crée la forme. Voici donc d'autres études. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, il y en a un à vendre, un rythme coloré dans une vente le 13 avril à Drouot. Pour ceux qui ont entre 4 000 et 6 000 euros, moi j'aimerais bien pouvoir l'acheter. Mais bon, pour l'instant c'est un peu compliqué. En tout cas, il y en a un à vendre. La plupart sont aujourd'hui en collection publique, donc au MoMA et à la Cinémathèque française. Voici donc une séquence qui est très très proche, je crois, du projet des frères Corradini. Une séquence plus organique, mais une autre, on le voit, qui est plus orchestrée sur un système d'horizontale et de verticale, proche des touches de piano, donc l'origine évidemment de la musique des couleurs est ici très très présente. Voici donc une séquence. Donc le principe, vous le comprenez en fait, c'est les différentes étapes, mais pour un malheureux petit film de 3 minutes, il aurait fallu réaliser plus de 5000 aquarelles. Donc son idée, c'était de créer une sorte de séquençage avec les principales étapes, et bien sûr, des assistants auraient ensuite créé la suite pour pouvoir faire un petit film. Alors, il présente 3 aquarelles au Salon des Indépendances, un petit peu plus tardif, 14, et à ce moment-là, il a déjà pris contact avec la société Gaumont. C'est-à-dire qu'il sait qu'il ne pourra pas assumer en fait, le report cinématographique et autres, la technologie du cinématographe. Donc en fait, il a l'idée de s'associer avec quelqu'un qui, à cette époque-là, évidemment, est omniprésent dans l'industrie cinématographique naissante, Gaumont. Il envoie une lettre, on en a sa trace, juste avant la déclaration de la guerre. Évidemment, Léo Gaumont répond d'ailleurs en disant que ça ne l'intéresse pas vraiment. Ça ne l'intéresse pas parce qu'il ne voit pas évidemment de développement économique de cette solution du cinéma abstrait qui aurait pu être envisagée comme une sorte de petite séance intermède en quelque sorte entre deux films ou 2 petits films, mais il n'en voit pas l'utilité, n'ira pas aider le projet, et la guerre arrive, donc évidemment tout ça est tombé un peu à l'eau. Moi, ce qui m'intéresse, vous le voyez bien, c'est qu'une fois de plus, on retrouve tous les, j'ai envie de dire, archétypes avec lesquels j'ai commencé.
l'arc-en-ciel, Rainbow Dance. L'arc-en-ciel qui d'ailleurs a une connotation, une fois de plus, un peu religieuse, hein, l'idée de ce frayage en quelque sorte de la voix, du cri initial comme ça qui crée à partir de rien, hein. C'est déjà une sorte de récit de la Genèse. Et voici donc une autre séquence. Ça, c'est une des séquences du MoMA, qui est une des plus belles séquences. Et voici donc 6 des 12 de la séquence de la Cinémathèque française, qui était une séquence que j'avais montrée dans l'exposition sur les origines de l'abstraction. Mais celle du MoMA, hein, est beaucoup plus complète. Et bien sûr, on pourrait presque en faire un folioscope. J'ai envie de dire qu'on pourrait presque en faire un film aujourd'hui avec la numérisation. On pourrait, je pense, peut-être réaliser enfin le rêve de Léopold Survage. Pourquoi Léopold Survage va-t-il voir Gaumont ? Parce que Gaumont, au même moment, a inventé un dispositif, le chronochrome, qui est un dispositif de projection cinématographique trichrome. Donc l'arrivée véritable, et pas simplement le bidouillage de la pellicule un tout petit peu peinte, hein, mais vraiment de 3 projecteurs avec 3 faisceaux, les 3 couleurs fondamentales des mélanges lumière, qui, on le voit, en fait, produirait une projection, enfin une image donc en couleur. Hein. Donc là, je crois que, j'ai envie de dire, l'intuition, hein, que Survage a d'aller voir tout de suite Gaumont, je crois, est liée aussi, hein, au perfectionnement des techniques du cinématographe et en particulier donc l'arrivée, hein, véritablement, enfin définitive, de la couleur dans le cinéma grâce à des nouveaux procédés. Gaumont couleur, je n'insiste pas. Je voudrais juste terminer par justement l'idée que chez les frères Corradini, chez Survage, et j'ai envie de dire aussi probablement chez les synchromistes, hein, on retrouve toujours le même scénario. Hein, je l'évoquais, l'idée qu'il n'y avait rien, que la couleur émerge et que la forme progressivement apparaît comme une sorte de féerie et d'arc-en-ciel. Voici une autre séquence. Eh bien, cela trouve évidemment des origines et je voudrais terminer sur peut-être celui qui va être un des acteurs fédérateurs de ces projets d'un art nouveau qui serait donc l'art du cinématographe et d'un cinématographe devenu art. Hein, les Frères Lumière, 1895, un cinéma qui est un petit peu un cinéma de foire, hein, bien sûr. Hein. Je vous rappelle que les premiers cinémas sont dans des théâtres et que la forme même du cinéma, et en particulier la forme artistique proprement dit, n'est pas du tout perçue à ce moment-là. Il y a quelqu'un qui réfléchit à ça, et je crois que ce n'est pas anodin, qui est aussi italien. Il s'appelle Ricciotto Canudo. Il est critique musical, l'ascendant musicaliste, hein, qu'on retrouve, installé à Paris. On l'appelle le Barisien, parce qu'il vient de Bari. Le Barisien, l'italien installé à Paris. Il n'est pas parisien, il est barisien. Ricciotto Canudo publie en 1911 un essai dans les Entretiens idéalistes, qui est une revue d'obédience un peu symboliste, que les avant-gardes lisent quand même assez attentivement, et qui est donc un essai, comme il l'appelle, du 6e art, un essai sur le cinématographe. Donc Ricciotto Canudo, qui est un critique musical et qui à ce moment-là parle de la musique comme une nouvelle religion, c'est un essai qu'il publie en 1909, parle aussi de la naissance d'un nouvel art. Le cinématographe va devenir un art à part entière. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de voir comment va-t-il devenir un art à part entière. Comment le cinématographe, qui était une sorte de tambouille un peu méliésienne, un peu d'art populaire, vous le voyez bien, jouant plutôt sur des calembours, des sortes de grosses, des petites blagues avec des petits fantômes qui apparaissent, vous le voyez bien, quelque chose qui joue beaucoup sur une sorte de pantomime qui est plutôt proche de l'esprit de boulevard de Montmartre que, vous le voyez bien, d'un art noble et pur. Comment va-t-il devenir un art noble ? Eh bien précisément en devenant, même si Canudo ne parle pas de cinéma abstrait, de cinéma pur dans son essai, il parle justement de cinéma qui serait en quelque sorte une effusion de couleurs pures. Qu'est-ce qu'il a en tête, Canudo ? À quoi pense-t-il ? Eh bien, il pense à l'idée d'un drame chromatique qui serait d'ailleurs le drame musical. Il a publié, quelques années auparavant, un ouvrage sur la 9e symphonie de Beethoven. La 9e symphonie de Beethoven, dont il nous dit qu'en fait, elle est l'emblème de cette musique pure qui ne parle plus que
d'abstrait, qui n'est pas du tout une musique descriptive, musique pure, préparant la peinture pure, préparant le cinéma pur. Et il décrit, ça s'appelle la Genèse, il décrit en fait la 9e symphonie de Beethoven, qu'il considère comme vraiment le modèle de la musique symphonique du futur, comme étant le récit de la Genèse. C'est-à-dire qu'en fait, au début, il n'y aurait rien. Il le divise en 4 moments. Il y aurait d'abord rien, après il y a un frayage de la couleur, et puis après les formes, et puis il termine la symphonie comme une sorte de feu d'artifice de couleurs. Eh bien, les frères Corradini, on le voit bien, en fait, ont ça en tête. Ils veulent faire de la musique chromatique, faire du Beethoven par le cinématographe, mais aussi revenir à cette idée d'une gestation du visible. C'est-à-dire que la cinématographie abstraite va ne raconter que quoi ? Que la création du monde. Les acteurs que sont ces nouveaux artistes, qui ne seront plus des peintres, qui seront des cinématographes de l'art de l'avenir, vont être des démiurges qui vont repartir à zéro. Il n'y a rien, il y a de l'obscurité, et puis il y a de la couleur qui vient se frayer, et on va raconter, on ne racontera même que cela, on racontera que l'épiphanie en quelque sorte du monde. Voici la 9e symphonie de Beethoven, l'ouvrage de Ricciotto Canudo. Et donc voici, bien sûr, une fois de plus, la manière de regarder les rythmes colorés de Survage à partir de là. Voici une séquence, il y aura une sorte de béance, un trou noir en quelque sorte, et puis progressivement, la lumière apparaît, les couleurs apparaissent, et les couleurs qui ensuite se pulvérisent en arc-en-ciel, ce qui renvoie à l'idée, bien évidemment, des premiers traités. Là, j'ai ramené juste ici une séquence que j'emprunte à un ouvrage de Robert Fludd, et là, nous sommes contemporains de Kircher. C'est un ouvrage du XVIIe, qui est un ouvrage de théosophie et autres, qui raconte la création du monde. Voici les séquences qu'il nous propose dès cette époque-là, et qu'on retrouve ici chez donc Survage. Vous rappelez la pulvérisation et autres, c'est exactement ça. Il y aurait d'abord le carré noir, ensuite un faisceau lumineux, des formes de feu qui apparaissent. Voici la séquence de Robert Fludd. C'est exactement à peu près la séquence des rythmes colorés de Survage. Et ce n'est pas un hasard, et je terminerai par là. Un des poètes, ils ont été nombreux à regarder en fait ces premières tentatives. Guillaume Apollinaire est très proche aussi de cela. Sandrard, Blaise Sandrard, un des grands poètes très proches des pionniers de l'abstraction, grand ami des Delaunay et autres. Blaise Sandrard a publié un tout petit peu plus tardivement, en 1919, un magnifique texte sur les rythmes colorés de Survage qui s'appelle « La parturition des couleurs », et dans lequel, bien évidemment, il parle de cela, de cette génétique des formes. On parle de nulle part. Comme par hasard, quand l'ouvrage sera illustré un peu plus tard, dans Le Bage, il ira chercher chez Fludd des origines de cela. Donc on voit très très bien l'idée, tout petit faisceau de couleurs, les couleurs se répandent, prennent de la forme, de l'arc-en-ciel. Et voici ce que ça produit à terme. Alors, tout cela, une fois de plus, ne sera pas véritablement réalisé, ne sera pas proposé au regard. Il faudra attendre les années 20 pour voir avec justement ce nouveau développement de la cinématographie, de la musique, des couleurs et autres, ce qu'on appelle la visual music, avec des gens comme Ruthman, avec des gens comme Oscar Fischinger, qui, je vous rappelle, ont participé à la petite séance de Fantasia de Disney pour la musique et autres. Toute cette génération des années 20-30 qui va, elle, effectivement, complètement assumer cette idée d'une cinématographie purement abstraite, de rythme coloré, bien évidemment. Mais ce qui m'importait, c'était de montrer que par les dates, par les petits curseurs des dates, là j'ai parlé de 11, 12, on voit très très bien que chez les frères Corradini en particulier, l'idée du devenir cinématographique, avant même que la toile abstraite nous ait déjà débarrassé de la j'ai envie de dire, de la tradition à faire que la toile est le lieu de la représentation mimétique du réel, eh bien on a déjà pensé l'idée qu'on va s'abstraire même du support fixe pour aller vers de la projection un peu immatérielle qui va vers ce devenir purement justement intangible. Alors, ce qui est valable sur la salle de cinéma et l'écran de projection, un écran, vous l'avez bien répandu dans l'espace, est quelque chose que l'on retrouvera, mais qui trouve aussi des origines dans les expériences théâtrales. C'est le dernier point sur lequel je reviendrai le 25 avril. J'essaierai de vous montrer qu'en particulier dans les milieux du théâtre symboliste, il y a, on va le voir, des expériences visuelles très chromatiques, avec des systèmes de gaz et autres, j'y reviendrai, qui sont
au regard des choses relativement abstraites, préparant justement le devenir de la toile. Merci. Je pense qu'on a un tout petit peu de moment là cette fois pour échanger, pour ceux qui le souhaitent, poser des questions, rebondir sur certains aspects éventuellement. Merci. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent... Oui. Oui. Alors, c'est plusieurs choses, hein. Il y a plusieurs techniques, mais pour certains, oui, chez McLaren, ça c'est très clair, c'est peint directement. Chez des gens comme Len Lye, L-Y-E, un pionnier en fait, du cinéma abstrait australien, c'est aussi la même technique de peinture. Alors pour d'autres, c'est plutôt des prises de vue, hein. Par exemple, je pense à Oscar Fischinger. Il y a plusieurs techniques, hein. Je pense qu'il y a un film, par exemple, qui est pionnier d'Oscar Fischinger, qui s'appelle Wax Films. Wax, la cire. Donc en fait, c'était des écrans de cire qu'il faisait chauffer pour que la cire se dilue, et la cire se diluant donc crée des formes qui évoluent bien sûr dans le temps, et une image, une prise de vue. Oscar Fischinger, par exemple, ce sera cela, ce sera vraiment une prise de vue pour chaque séquence, ce qui sera des travaux, vous pouvez imaginer, titanesques, hein, bien sûr, puisque pour créer un malheureux petit film de 3 minutes, il faut des séquençages incroyables. Donc j'ai envie de dire, Surva, j'avais bien compris que le travail était un petit peu délirant. On n'en conserve aujourd'hui qu'une centaine, hein, d'esquisses préparatoires. Je crois d'ailleurs, il ne le fera pas, hein. Ensuite, il reviendra à la peinture. Pas forcément la meilleure d'ailleurs, mais je pense que la meilleure œuvre de Léopold Survage, c'est vraiment les rythmes colorés, sans problème. Mais il y a plein d'expériences qui, dans l'entre-deux-guerres, hein, dès les années 30, effectivement, et qui, évidemment, vont retrouver un nouveau moment, hein, d'apogée dans les années 60. Là, vraiment, le cinéma expérimental des années 60 va beaucoup reprendre tout cela, avec plus ou moins d'ascendants musicaux, avec plus ou moins d'ascendants New Age aussi, d'ailleurs, hein, bien sûr. On arrête là. Donc en fait, ça me déculpabilise en fait, de ne pas faire trop d'espace aux questions en fait. C'est-à-dire non, non. C'est pas que des petits projets pour des petits films, hein, c'est vraiment des... Donc Walter Ruttmann, par exemple, qui donc, est vraiment dans cette nébuleuse Bauhaus, hein, vraiment... là, je vous en... Vous voyez, voilà aussi un projet de séquence d'animation, hein, qui est vraiment ce qu'on appelle la visual music, hein, c'est vraiment l'idée de la musique animée, hein, projection cinématographique avec accompagnement musical, et l'évolution des formes comme cela, très rythmique, correspond bien sûr au rythme bien évidemment musical que cette interprétation visuelle est censée traduire. Hein, donc dans les milieux du Bauhaus, hein, vous avez des cinémas, des tentatives de cinéma abstrait, hein, Walter Ruttmann et autres, mais vous avez aussi, ce qui est intéressant, des persistances de ce que j'ai appelé plutôt des archaïsmes de lanterne magique ou des choses de cet ordre-là, hein. Vous avez quelqu'un comme Hirschfeld, non, j'ai toujours son nom, Mac, je ne sais pas pourquoi je confonds toujours son nom, Hirschfeld, enfin, je n'arrive pas à retrouver son nom. Qui lui utilise des sortes de grands caissons avec des découpes en pochoir, avec des systèmes de projection, de filtres, de différents types de faisceaux lumineux de différentes couleurs, qui sont assez proches en fait de la question du théâtre d'ombre et autres, hein. Donc dans les milieux du Bauhaus, vous avez vraiment à nouveau, hein, l'expérience cinématographique, l'expérience de la projection lumineuse qui se développe à nouveau. Si vous vous intéressez un petit peu plus précisément à ces questions, je vous renvoie au catalogue Son et Lumière, hein, d'une exposition qui a eu lieu au Centre Pompidou, qui reprend pas mal toutes ces choses-là. Il y a eu ces dernières années plusieurs expositions, hein, sur ces questions justement de
d'analogie entre les sons et les couleurs et de toutes ces techniques. Il y a eu pas mal de choses qui ont été redécouvertes justement, et en particulier dans l'entre-deux-guerres. Là, on s'est beaucoup intéressé à cela. Vous pouvez imaginer que, bien évidemment, la question du cinéma parlant, en tout cas du son, bien évidemment, au cinéma, a été un moment d'accélération aussi de ce processus, puisque là, l'articulation son-image se faisait directement sur la pellicule, et donc j'ai envie de dire que ça a accéléré les imaginaires justement à avancer dans cette solution. Là, j'ai ramené, je ne sais pas si je l'ai ramené, voilà, enfin, c'est d'autres projets, voilà, de cinéma, justement du Bauhaus. Oui, 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 oui. Non mais je comprends bien. Oui, 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 j'aurais pu terminer par oui, oui, pour les films là. Ah, arriver avec les petites mécanismes. Ils l'ont fait au Louvre. Ils l'ont fait au Louvre. Mais là, ça nécessite une logistique un petit peu plus sophistiquée. Il aurait fallu que je passe par la cinémathèque, que je négocie avec les gens de la cinémathèque pour me ramener un petit appareil. C'était un petit peu compliqué. Mais je compte sur votre imagination débordante pour savoir à quoi ça peut. Oui. Mais à nouveau, hein, tous les projets dont j'ai parlé n'ont pas été réalisés. Mais bien sûr, oui, 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 j'aurais pu vous montrer au moins une petite séquence, sans problème. Hmm. Oui, bon, alors Eisenstein, à nouveau, hein, c'est les mêmes sources, hein, une fois de plus. Hein. C'est quelqu'un qui est fasciné par... il y a toute une théorie, hein, déjà, ce qu'il appelle le montage, la théorie du montage, hein, qui est une théorie proprement hypnotique du cinéma. Alors déjà, hein, c'est-à-dire qu'en fait, pour lui, la question du mécanisme même du cinématographe est un mécanisme qui est un mécanisme cérébral. Et toute la question de la scansion chez lui, du montage et autres, hein, est très très liée à la question de la réceptivité du cerveau et autres, j'ai envie de dire du massage même du cerveau qui est assez frappante. Donc l'idée d'un arrière-plan, j'ai envie de dire psychologique, hein, du cinéma d'Eisenstein est omniprésente. Et vous avez raison de le souligner, comme par hasard, ça se traduit bien évidemment, notamment, mais pas que par cela, parce que la question des séquençages et du montage est très présente dans cela, par la question justement des couleurs et du relent émotionnel des couleurs. Là, bon, il faudrait évidemment faire tout un inventaire que je ne peux pas faire ici, mais de l'impact évidemment des théories des correspondances, des couleurs et des théories émotionnelles de la couleur qu'on retrouve chez Kandinsky et autres, et qui a dans le milieu russe, dans le milieu, j'ai envie de dire, issu du symbolisme russe, hein, beaucoup d'importance. Hein. Le symbolisme russe, mais jusque dans la poésie d'ailleurs, a été obsédé par cette question de la chromatisation du vert, de la psychologisation des couleurs et autres. Il y a plein de traités que Kandinsky évoque plus ou moins, mais dont on sait qu'il est allé les regarder. Et Eisenstein, bien sûr, utilise, hein, cette question d'une couleur qui est censée déjà surplomber l'image, la question de la dramaturgie des visages, des regards, l'expressivité en fait, évidemment la gamme émotionnelle en fait des personnages, et qui pour lui en fait pourrait, c'est ce que disent d'ailleurs les frères Corradini. Hein. Les frères Corradini disent qu'ils vont faire un drame, ce qu'ils appellent le drame chromatique. Le drame chromatique, c'est quoi? C'est des actions qui ne parlent pas, des mimiques, comme ils le disent. Hein. Donc des personnages qui arrivent et sur lesquels on va projeter des couleurs. Et les couleurs sont censées dire les choses, hein, à la place des acteurs. Hein. Il y a vraiment un langage des couleurs qui se met en place à ce moment-là. Bon, il y a toute une histoire aussi, hein, de la recharge psychologique des couleurs, hein, qu'il faudrait essayer de refaire, mais là je ne vais pas en refaire l'histoire à partir de Goethe, bien évidemment, hein, les couleurs chaudes, les couleurs froides et autres, et tout le 19e est occupé par cette question, bien évidemment, d'une sorte de psychologisation de la couleur. La couleur parle d'elle-même, donc comme elle parle d'elle-même, elle n'a plus besoin de venir se greffer sur les formes, on peut la libérer telle qu'elle. Hein. C'est un moment très important, bien sûr, pour l'idée de l'apparition d'abstraction.
Eh bien, je vous donne rendez-vous pour ceux qui le peuvent le 25 et on regardera le théâtre comme autre scène.